À 45, à 69, Notre-Dame-des-Landes, Fontier, Cabardès, les méga-bassines. Depuis 2014, près de 162 projets d'aménagement anti-écologiques ont été abandonnés. Ces victoires, nous les devons à des collectifs citoyens qui ont fait barrage et ont travaillé de concert pour faire dérailler les machines de l'aménagement du territoire. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Couper, brûler, terrasser, tuer, épuiser et piller les ressources naturelles, ces projets ont comme point commun d'être au service du capital. Les défier, c'est défier le monde libéral dans lequel nous vivons, l'État, les collectivités et surtout les grands groupes privés. Si cela semble parfois perdu d'avance, n'oublions pas que contre eux, Goliath, David a gagné. Vous l'aurez compris, dans ce nouvel épisode de Penser les luttes de Radio Parleur, en partenariat avec le média, il sera question des luttes écologiques victorieuses. Ces victoires sont d'ailleurs mises en lumière avec un rapport de plusieurs pages intitulé Quand la lutte l'emporte, réalisé par Gaëtan Renaud et coordonné par Gaël Ronzin pour Terre des luttes et la revue Silence. Alors aujourd'hui, pour en parler avec nous, Gaëtan Renaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'enquête et auteur de ce fameux rapport. Et Gaël Ronzin, bonjour Gaël. Bonjour. Vous êtes sociologue et maîtresse de conférences. Et avec nous aussi pour parler de ce sujet, Isabelle Attard, ex-députée écologiste, militante anarchiste en Centre-Bretagne et autrice du livre « Comment je suis devenue anarchiste ». Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc, dans cette émission, nous aborderons les dimensions de ces luttes écologiques, pourquoi elles sont nécessaires et quels sont les leviers dont disposent les militants pour parvenir à la victoire. Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, la victoire. Donc, pour démarrer, moi, je vous propose d'écouter un petit extrait du JT de France 24, qui est paru donc, le 18 janvier 2018, c'était il y a quelques années maintenant, et qui portait sur la victoire de Notre-Dame-des-Landes. Disons que c'est un grand soulagement. C'est aussi le résultat d'une lutte collective à la fois efficace sur les dossiers techniques et aussi efficace sur la mobilisation citoyenne par de nombreuses réunions. Et c'est aussi la victoire collective d'une mobilisation citoyenne, d'une mobilisation juridique et aussi d'une mobilisation politique, puisque nous avons aussi des soutiens politiques qui sont efficaces. Mais hélas, pas assez nombreux. Alors là, nous venons d'entendre donc un militant qui félicite l'abandon du projet d'aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Il met surtout l'accent sur le collectif qui a eu toute son importance dans cette lutte, qui a permis donc d'ailleurs la victoire de ce projet. Ma première question, elle est un peu double. Elle est qu'est-ce qu'on qualifie de lutte victorieuse aujourd'hui? C'est quoi une victoire sur ces projets écologiques? Et en quoi est-ce que le collectif joue un rôle crucial dans ces victoires? Gaëtan Renaud, vous voulez peut-être répondre en premier? Ce qu'on a qualifié de victoire, c'est l'abandon d'un projet d'aménagement. Alors ensuite, il y a des nuances dans ces victoires-là, parce qu'il y a des projets qui peuvent être abandonnés complètement, total, ou alors que partiellement, typiquement un projet qui va se délocaliser sur un autre territoire. Après, ce qui est intéressant, on pourra revenir dessus peut-être sur les nuances de la victoire, mais il faut aussi qu'elle soit réappropriée par le collectif. Il y a des collectifs qui sentent que, malgré le fait qu'ils aient obtenu l'abandon d'un projet d'aménagement, ne le vivent pas tant que tel comme une victoire, parce que c'était tellement laborieux comme travail et que ça représente une toute petite bataille dans la folie des grandeurs des projets d'aménagement. Cependant, elle est souvent réappropriée telle quelle comme une victoire, justement parce qu'elle permet justement l'abandon de ces projets-là. Est-ce que vous êtes d'accord, Isabelle Attard, avec ce que vient de nous dire Gaëtan Renaud? Je mettrais peut-être un peu plus de variantes au mot victoire. Effectivement, l'abandon d'un projet, un abandon partiel. Alors, est-ce qu'on peut se réjouir d'une délocalisation d'un projet qui irait se faire ailleurs suite à des manifestations ou la création d'un collectif qui lutte pendant des mois, des années? Je ne suis pas sûre que la délocalisation soit une victoire, à mon sens. Et une victoire, ça peut être aussi le fait d'avoir réussi pendant quelques mois ou quelques années à créer un collectif autogéré, si possible, qui va ensuite perdurer ou qui va se poursuivre vers d'autres aventures, pas forcément municipales. Mais en tout cas, c'est comment on aura réussi à faire vivre un groupe
avec des personnes qui ne se ressemblent pas forcément, qui n'ont pas forcément un même historique politique ou militant, et qui va pourtant réussir à travailler ensemble, se relayer, éviter le burn-out militant, etc., etc. Et je pense que ça aussi, ça peut être perçu comme une victoire. Après, personnellement, j'ai peut-être un peu de mal avec le mot victoire, comme j'ai un peu de mal avec le mot pouvoir. Alors ne croyez pas que c'est tous les mots en war qui me dérangent. Mais après, je pense qu'il y a... C'est une question d'échelle, voilà, entre des petites victoires comme ça, on va par rapport à la centaine, aux presque milliers de luttes qu'il peut y avoir aujourd'hui en France métropolitaine ou plus globalement en France. Et je pense que l'ennemi, entre guillemets, est tellement énorme que je ne sais pas si ces petites victoires-là suffiront. Mais on aura le temps d'en discuter. Absolument, parce qu'en plus, il me semble que dans la note, le rapport dont vous parlez, il y a quoi? Il y a 162 victoires en tout depuis 10 ans, c'est ça? Depuis 2014. Depuis 2014. Gaël Ronzin, est-ce que vous partagez cette vision qu'a Isabelle Attard, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il faut quand même... Enfin, c'est pas non plus ce que vous avez dit Isabelle Attard, mais peut-être qu'il y a des petites victoires sur le grand capital dont on peut se réjouir. Finalement, les victoires, elles sont multiples, j'ai l'impression, en écologie. Il n'y en a pas qu'une. Oui, c'est ça. Peut-être c'est ça qu'il faut commencer par dire, quoi, qu'il y a aussi ce qu'on a appelé des victoires d'étape. Donc, que finalement, à des moments, pour le collectif, gagner un recours suspensif au tribunal, c'est aussi important que l'abandon final du projet, en termes aussi de sentiments, d'émotions que ça peut créer, quoi, pour le groupe. Et j'aimais bien dans l'interview aussi, la personne disait que c'était une forme de soulagement. Parce que, en fait, pour Notre-Dame-des-Landes, mais comme pas mal d'autres projets d'aménagement contestés, c'est des luttes qui durent des années, des dizaines, 30, voire 30 ans, quoi. Et donc, il y a une forme de soulagement aussi par rapport à toute l'énergie qui a été déployée par les groupes. Et après, c'est vrai que ce qui est important aussi à souligner sur cette question des collectifs, c'est qu'ils peuvent continuer à perdurer en fait dans le temps, même si la victoire est obtenue, c'est-à-dire que donc, même s'il y a un projet d'aménagement qui n'arrive pas, parce qu'en fait, le lieu peut être aussi encore soumis à des aménagements dans le futur, quoi. À Notre-Dame-des-Landes, il y avait dans la commune, juste à côté, il y avait eu un moment, je crois que c'était à partir dans les fin 2019-2020, l'idée d'installation, d'une création d'une station totale. Et voilà, les collectifs, les groupes un peu mobilisés sont tout de suite remis un peu en ordre de marche pour essayer de contester le projet qui a été carrément annulé hyper vite, quoi. Donc on voit aussi l'importance de la temporalité en fait dans ces groupes. Totalement. Moi, je voudrais, je me permets de rebondir d'ailleurs sur ce que disait tout à l'heure Isabelle Attard par rapport au collectif. Dans l'étude sur laquelle vous avez collaboré tous les deux, Gaël Ronzin et Gaëtan Renaud, vous parlez d'une forme apartisane, c'est ça, des collectifs. En quoi est-ce que c'est important? Est-ce que tous les collectifs sont forcément... apartisans, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Quelle est la volonté qui se cache derrière? Est-ce que c'est le fait de vouloir rallier le plus grand nombre à sa cause? Est-ce que c'est parce que finalement le seul combat qu'on a en commun, c'est ce projet d'aménagement-là? Comment est-ce que ça s'explique? Gaëtan Renaud? Oui. Tout d'abord, je voulais rebondir sur ce que disait Isabelle et la façon dont la victoire est réappropriée par le collectif et dans une certaine mesure, la montée en compétence aussi qui est acquise par les militants et les militantes est déjà aussi une victoire en soi. Ce qu'on peut voir par rapport au niveau de collectif, c'est que face à l'implantation d'un projet où il y a toujours systématiquement une invisibilisation des informations par les porteurs de projets, vont venir des oppositions, et ces oppositions, les profils sont très hétéroclites. On a des personnes qui sont déjà politisées, mais c'est aussi des personnes qui se considèrent comme simples, c'est comme ça qu'ils le disent, comme riverains ou habitants du territoire. Donc, je prends l'exemple de Fontier-Cabardès que vous avez cité en introduction. Là, c'est un éducateur sportif, une ostéopathe, un agriculteur et un bûcheron qui commencent à se mettre ensemble. Qui n'ont rien à voir socialement parlant, qui n'ont pas fréquenté forcément les mêmes lieux, qui n'ont pas fait les
mêmes études, mais qui se réunissent autour de cette lutte, en fait. Voilà, qui se réunissent autour d'un projet très concret contre lequel ils sont opposés. Et la raison pour laquelle ils préfèrent être apartisans, c'est pour justement ne pas être récupérés politiquement et pouvoir, comme le disait très bien Gaël, durer dans le temps aussi, parce qu'il y a des échéances, il y a des calendriers électoraux qui font que en fait, la lutte, elle perdure bien au-delà de ces calendriers-là. Et c'est important qu'elle se matérialise dans le temps, et donc ce choix d'être apartisan. On reviendra d'ailleurs aux relations qu'il y a entre les projets d'aménagement, les élus et les collectifs en dernière partie de l'émission. Gaëlle Ronzin, vous auriez voulu rajouter quelque chose? Je vous ai vu un peu hocher la tête. Peut-être sur la question du fait que c'est apartisan, c'est effectivement comme ça que vont se décrire les collectifs. Mais alors, je ne sais pas si Isabelle veut réagir sur cette question, mais il s'avère que ça reste quelque chose à creuser. Donc, il y a cette étude qui date là qu'on a menée avec des entretiens plus approfondis sur les 10 dernières années. Mais on a aussi toute une base de données, une recherche documentaire qui date plutôt des années 70. Et il s'est quand même avéré que dans la multitude un peu des cas des mobilisations dites victorieuses, il y a quand même un moment, on voit bien que les collectifs liés autour de Europe Écologie Les Verts, en tout cas les écologistes, puis avant les Verts, avaient un moment une importance quand même dans les relais un peu politiques sur les territoires, qu'ils soient élus dans l'opposition ou non. Et ça reste toujours un petit angle, un peu de travail qu'il faudrait explorer encore, dans le sens où ils sont pas, le collectif va être apartisan, et c'est bien important, comme l'a dit Gaëtan, mais il y a quand même souvent des relais des Verts et du parti à un moment, quoi, sur la... Et donc, je me suis toujours demandé, voilà, est-ce que dans les groupes locaux du parti, il y a une forme de suivi de ces projets, de ces mobilisations d'aménagement, comment ça se décide, enfin voilà, ça reste des questions aussi, je trouve, intéressantes. En tout cas, on les voit toujours un peu arriver quelque part, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Attard, vous, de ce qui vient d'être dit? Parce que, je le rappelle, vous êtes quand même une ancienne députée d'Europe Écologie Les Verts. Vous l'avez été jusqu'en 2017, je crois. Quel est votre regard sur le côté apartisan des collectifs? Avant d'en parler, et c'est très intéressant comme sujet, je voudrais juste revenir 2 secondes sur Notre-Dame-des-Landes. Parce que je voudrais pas j'ai très peur qu'ensuite on n'ait plus l'occasion d'aborder ce site. Alors allez-y, Mais allez-y. Pour certains, c'est pas forcément une victoire. C'est-à-dire que je suis pas sûre que certains activistes présents sur la ZAD aient vécu les derniers jours de la ZAD comme une vraie victoire. Donc ça, c'est très très important de ne pas les oublier. Ceux qui n'ont pas voulu signer les accords avec le préfet et qui ont dû partir parce que certains ont signé, etc., montrent qu'il y a une vraie cassure également à l'intérieur de ceux qui étaient présents, entre, on va dire, les légalistes et puis les autres, et ceux qui voulaient en faire quelque chose d'intéressant, et pas forcément juste à demander la permission, s'il vous plaît, monsieur ou madame la préfète, est-ce que j'ai l'autorisation de rester sur place? Donc ça, c'est pour moi crucial, parce que je suis pas... Si on regarde le projet d'aéroport, on va dire oui, il est abandonné, donc c'est une victoire, ok, très bien, on va classer l'affaire. Or, je pense que c'est notamment nettement plus subtil que ça et beaucoup plus problématique. Pour parler du côté apartisan, je trouve pas ça simple, pour essayer de vous résumer les choses, d'appartenir à un collectif dans une lutte face à un projet écocide ou grand projet inutile, de ne pas forcément partager les idées des autres impliqués dans ce collectif qui va lutter, parce que les raisons pour lutter sont toutes peuvent être très très diverses. On a quand même souvent affaire à du NIMBY, hein, not in my backyard. Donc, juste parce que c'est moche, on va lutter contre un projet. D'autres vont lutter parce que ça représente une menace par rapport à ce qu'on imagine d'utopie ou ce qu'on imagine comme monde possible, vivable. Se retrouver, créer du lien, arriver à se battre ensemble. Même si parfois, c'est intéressant de se battre de différentes façons, de lutter de différentes façons, chacun avec sa méthode. C'est pas si simple. Il faut que chacun respecte la méthode des autres, sans critiquer, rester unis, rester soudés. Si on partage pas les mêmes idées politiques, ça peut être problématique parce que justement, du coup, on n'a pas la même vision de l'après. L'après-projet, qu'est-ce qu'on fait sur ce site? Qu'est-ce qu'on fait sur les jardins partagés d'Aubervilliers? Est-ce qu'on se contente d'une demi-victoire? Est-ce qu'on veut plus? Est-ce qu'on va se battre? Comment on se bat?
Tout ça, ça rejaillit notre passé politique ou nos idées politiques ou nos rêves ont forcément un impact sur la façon dont on va vivre à l'intérieur de ce collectif et comment on va décider à quel moment on a la victoire ou pas. Quel est le critère, finalement? Alors, je crois que c'est très intéressant ce que vous venez de dire. D'ailleurs, ça a fait bien réagir Gaëtan Renaud qui souhaite rebondir sur ce que vous venez d'annoncer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, je voulais juste rebondir très rapidement et peut-être que Gaël pourrait compléter aussi. Mais c'est parce que vous aviez évoqué le NIMBY, donc du coup, Not in my backyard. C'est pas forcément quelque chose qui ressort des enquêtes. C'est parce qu'il y a des gens qui sont installés et qui voient arriver un projet d'aménagement près de leur territoire ou proche de chez eux, et du coup, qui ont accès aux documents, qui sont disponibles pour faire des relevés de terrain typiquement, pour lever de l'argent, pour organiser des manifestations localement, etc. Donc cet ancrage local est très important. Cependant, je pense que, et c'est ce qu'on voit à travers les enquêtes, c'est que les opposants critiquent la vision politique même du projet, et du coup on est plutôt sur du ni ici ni ailleurs en fait. Donc c'était juste une petite nuance que j'aimerais apporter. Très bien. Est-ce que vous auriez voulu rebondir sur ce que vient de dire Gaëtan Renaud ? Moi, j'ai juste un exemple à donner, par exemple, alors, c'est une bataille qui est en cours, hein, c'est une mobilisation en cours sur la route RN 88, là, en gros, qui est dit aussi la route de Vauquier, qui est une déviation du Pertuis, notamment en Haute-Loire, où là, ce qui est assez intéressant pour un peu compléter ce que vient de dire Gaëtan, c'est que globalement, c'est une déviation qui permettrait d'éviter un village. Donc, on peut se dire que pour les gens qui vivent dans le village, etc., de ne plus avoir autant de voitures qui roulent de route nationale en plein milieu du village, c'est quand même un soulagement, hein, en termes de pollution, de nuisance, etc. Mais en fait, il y a une partie aussi des personnes qui retournent un peu l'argumentaire en disant que aussi pour la vie du village, c'est-à-dire la boulangerie qui est dans les lieux, la charcuterie, etc., et que pour avoir une vie de village encore dynamique, s'il y a une déviation, finalement plus aucune voiture passe et s'arrête sur la route, ça ne va pas non plus aider le dynamisme du village. Donc il y a toujours dans ces questions un peu d'arguments, de riverains, du local, comment on appréhende son cadre de vie. Ce qui a été beaucoup critiqué là par le NIMBY, en disant c'est la défense des seuls petits intérêts individuels. En fait, on essaye d'aller un peu plus loin sur cette notion en se disant que oui, il y a une défense des intérêts individuels, mais aussi collectifs, et que c'est pas si grave non plus. Enfin, en tout cas, se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire défendre son cadre de vie aussi en tant qu'habitant, en tant que travailleur dans des lieux, quoi. Et ça, c'est des arguments aussi qui évoluent, quoi, en fonction des luttes et des moments aussi dans l'histoire, et qui sont intéressants à retrouver, parce que c'est, comme le disait un peu Isabelle, c'est ce qui permet de faire commun quand même dans un groupe dans le sens où c'est quand même difficile des fois d'arriver dans des compositions de groupe qui sont politiquement assez variées. Donc c'est vrai que cet ancrage, il est aussi important. Et puis ça va dépendre, j'imagine aussi, je me permets d'intervenir, ça va dépendre aussi, j'imagine, de la manière dont certains projets sont présentés par les porteurs de projets. Je me permets d'avancer un petit peu, on arrive gentiment à la deuxième partie de l'émission. Ce qui ressort aussi, c'est... Là, on va écouter un nouvel extrait, mais juste avant qu'on l'écoute, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tentative de greenwashing aussi dans beaucoup de projets aujourd'hui d'aménagement du territoire. On a l'impression que pour les groupements d'architectes, d'urbanistes, etc., et de promoteurs, pour qu'un projet puisse enfin aboutir, il faut qu'on plante 3 arbres. Je me permets de le dire de manière un peu ironique, mais enfin, c'est à peine caricatural. J'aimerais bien qu'on écoute un nouvel extrait. Vous allez voir, c'est un extrait sur lequel vous n'avez pas travaillé. Le projet Open Sky, un grand centre commercial qui devait se faire à Rennes, n'a pas été fait grâce à un collectif militant et finalement va peut-être s'implanter à Valbonne, à Sophia Antipolis, plus précisément, sur le territoire de Sophia Antipolis. Pas mal de personnes y sont contre, voire presque l'entièreté du village de la ville de Valbonne, dont son maire. Je vous propose d'écouter juste l'extrait et on va pouvoir juste parler un peu de cette manière de faire avec les promoteurs.
Open Sky est présenté comme un projet à haute performance environnementale, plan d'eau central, ceinture verte, toiture végétalisée et pôle de loisirs nature. Le projet fait partie du plan de développement SOFIA 2030 basé sur le principe d'un aménagement aux 2/3 d'espaces verts et 1/3 d'espaces minéralisés. Tous les recours possibles ont été purgés. Le chantier a débuté en décembre dernier pour une ouverture prévue en 2022 ou 2023. Bon, là, nous sommes en 2025. Le projet a été en partie démarré. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme la 69. Mais pour autant, rien n'est réellement encore sorti de terre, car les contrats, il me semble, administratifs, les contrats qui peuvent conclure le marché sont aujourd'hui caducs. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur cette zone? On ne sait pas. Mais toujours est-il que l'argument présenté par les promoteurs dupe aussi, j'ai l'impression. Enfin, pas j'ai l'impression, mais dupe totalement, en fait, les habitants, les administrés. On nous parle donc de plans d'eau, on nous parle de replanter des arbres, on nous parle d'une coulée verte. Quand on connaît un peu la région, on sait que c'est quand même une région qui souffre énormément de sécheresse, qui est en proie à beaucoup d'incendies. Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux? Est-ce que vous constatez déjà une augmentation, du greenwashing dans tous ces projets pour favoriser l'adhésion des habitants? Gaëtan Renaud? Alors, je pense qu'il faudrait une étude plus approfondie sur les cas de greenwashing même. Et c'est vrai qu'il y a quelques médias indépendants qui se prêtent à cet exercice, qui est très intéressant. Je ne suis pas du tout choqué dans le sens où j'ai l'habitude de les avoir entendus, ces histoires de pôle de vie, de ceinture verte. J'ai noté aussi 2/3 d'espace vert. Mais après, il y a aussi, j'ai eu écho d'élus qui parlent d'espace vert alors qu'il s'agit en fait d'un espace qui a été artificialisé ou anthropisé, dans tous les cas, et voilà, qui sont à côté de bureaux. Donc en fait, on ne laisse pas du tout l'espace naturel tel qu'il était et on l'artificialise dans tous les cas. Ce que je peux dire, c'est artificialisé, pardon, peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément l'habitude du jargon. Je vous laisse définir. Artificialisé. Bétonisé. Voilà, rapidement. Voilà, très bien. Ce que je peux dire par rapport à tout ce que j'ai étudié, c'est que il y a toujours, dans la communication même, donc il y a toujours de l'invisibilisation de l'information, notamment des impacts environnementaux ou sociaux de ces projets-là, mais il y a toujours quelque chose qui se joue sur les mots. Donc c'est-à-dire le porteur de projet ne va jamais parler d'autoroute, ils vont parler de détournement, ils ne vont pas parler de ferme-usine, ils vont parler de souveraineté alimentaire. Ils ne vont pas parler de bassines d'eau, ils vont parler de retenue d'eau. Alors qu'il y a une différence majeure, c'est que les bassines, c'est de l'eau de source, l'eau qui est dans les nappes phréatiques, et les retenues, c'est de l'eau de pluie qu'on récolte. Donc il y a des différences majeures comme ça. Et dans les mots, ça se joue, et souvent les administrés, les habitants n'ont pas connaissance des termes exacts et des définitions de ce que ça engendre aussi comme conséquence. Exactement. C'est ce que vous avez pu noter, j'imagine. Exactement. Et c'est exactement ça, d'où l'importance d'avoir un collectif ou une association vigilante qui justement va reprendre et refaire un travail vraiment de production, d'analyse et de compréhension des dossiers, parce que les dossiers manquent souvent. Et c'est ce qui va permettre de déconstruire certains mots qui ont été utilisés par les porteurs de projets. Est-ce que, Isabelle Attard, vous auriez peut-être voulu rebondir sur ce qu'on vient de dire, au niveau en tout cas des opérations de greenwashing dans les projets d'aménagement? Ouais, je pense que les gens sont de moins en moins dupes, en tout cas. C'est la sensation que j'ai sur le terrain par rapport au vocabulaire utilisé, parce que c'est toujours le même. Et que, à force de se répéter, les aménageurs vont tous nous lasser par leur manque d'imagination. Parce qu'une fois qu'on aura utilisé détournement au lieu de déviation ou de retenue au lieu de bassine, etc., il ne restera plus grand-chose comme vocabulaire. Donc je pense que sur le terrain, les gens commencent à le savoir et à ne pas se faire avoir, en tout cas par des aménageurs. Mais c'est important. Le rôle des collectifs qui se montent est un rôle aussi, effectivement, de propagation d'informations, de vulgarisation, c'est vrai, parce qu'on fait des recherches et on est capable de les... c'est l'archéozoologue qui parle, mais de les redigérer et de les recracher de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Mais moi, je voudrais aussi rajouter une chose, c'est que dans le discours des aménageurs, certes, il y a le greenwashing, mais ce que j'entends partout, tout le temps, c'est le chantage à l'emploi. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, dans l'exemple, on parle de création. Voilà. Oui. Là, c'est vrai que dans l'exemple qu'on a entendu, on parle de création d'emplois, on parle d'attractivité pour la commune. L'aspect économique est souvent vraiment mis en avant
Toujours. Au-delà, voire parfois de l'aspect vert, écolo, greenwashing. C'est ça. Parce que le greenwashing, pardon Gaëlle, excuse-moi, je termine juste ma phrase et après j'arrête. C'est juste que le greenwashing, à la rigueur, on peut se former, s'habituer, s'informer mutuellement et lutter contre et le détecter assez vite. Par contre, c'est vrai que le chantage à l'emploi, c'est quelque chose qui est systématique, qui revient dans la bouche des élus et des aménageurs. Et c'est très, très difficile de lutter et d'expliquer qu'il n'y aura pas d'amélioration par rapport à la situation du chômage, etc. C'est à mon sens, peut-être que je me trompe, à mon sens, c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui de lutter contre le discours du chantage à l'emploi. Gaëlle Ronzin. Pardon, Gaëlle. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Il s'avère aussi qu'ils verdissent le discours sur l'aménagement pour correspondre aussi au droit de l'environnement qui s'est quand même amplifié, qui a quand même conduit à des normes supplémentaires sur l'aménagement. Hein. C'est une des grandes quand même avancées des mobilisations, hein, ces droits à l'environnement qui même si les objectifs ne sont pas du tout atteints, par exemple sur l'artificialisation, ça les oblige en tout cas au moins dans les discours à d'autres choses. Et alors ce que je notais moi dans le reportage audio là, c'est qu'il parle aussi à un moment d'installation de services publics. Je ne sais pas si vous avez noté, mais il parle de bureaux, etc. Et Et moi, je me dis, ah oui, c'est un peu, aller dans le sens d'Isabelle, effectivement, comment on fait pour lutter si on nous dit que c'est un espace où il y aura les services publics qui est quand même le bien commun qu'il faut défendre et sur lequel, voilà, on est tous d'accord, quoi. En tout cas, en bonne partie. Et donc, je me dis que, voilà, il y a aussi, dans les discours un peu difficiles à contrer, celui-là, il est quand même aussi gratiné. Oui. Ah non, c'est sûr que c'est on va dire, on s'attaque à une grande machine, hein, comme on disait au début. On joue aussi sur une forme de sensibilité des administrés, des gens qui vivent là. Peut-être aussi parfois une forme de crédulité aussi, malheureusement. Et d'ailleurs, dans votre étude, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que la majorité des collectifs que vous avez interrogés se sont heurtés à une fin de non-recevoir lorsqu'ils ont entamé un dialogue avec les porteurs de projets. Parce que j'imagine que toutes ces questions, à un moment donné, sont débattues avec les grands promoteurs, les collectivités ou même l'État. Comment est-ce que ça s'explique ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de dialoguer ou on met ça sous le tapis assez rapidement, puis on passe à autre chose ? Gaëtan Renaud. J'étais assez surpris moi-même aussi. Il y a une question que je posais régulièrement lors des enquêtes, c'est est-ce que vous avez pu établir un dialogue avec le porteur de projet et est-ce que ce dialogue a abouti à quelque chose ? Et en fait, la réponse est systématiquement non. Alors, il y a quelques rares occasions où un dialogue a pu être établi, mais c'est un dialogue... soit c'est arrivé qu'une seule fois, soit c'est arrivé lors des enquêtes publiques. En tout cas, dans tous les cas, on en vient rapidement à la conclusion que le dialogue avec les porteurs de projets n'est pas vraiment possible parce qu'en fait, eux, de leur côté, il n'y a pas vraiment de la place à de la négociation. Souvent, quand les collectifs apprennent l'existence d'un projet, c'est souvent trop tard. En fait, il est sur les rails, l'argent a été investi déjà, etc. Donc, les porteurs de projets, eux, ils ont qu'un seul objectif, c'est que le projet se réalise. Donc, il n'y a pas vraiment de place à la négociation dans ce genre de cas. Donc, du coup, il faut passer par d'autres moyens. Et est-ce que c'est-à-dire aussi que toutes les séances publiques auxquelles tout un chacun peut assister quand il y a des projets qui vont se faire, finalement, ça ne sert à rien, c'est juste une formalité pour rendre les choses viables, juridiquement en tout cas ? Alors, parce qu'on peut le voir comme ça, c'est un peu cynique, hein, j'avoue, mais enfin bon. Mais vous avez raison de le pointer. D'ailleurs, il y a un historien qui a fait un travail assez phénoménal là-dessus, qui s'appelle Frédéric Greber, notamment sur le rôle des enquêtes publiques. Et lui qui va le décrire comme justement ce que vous venez de faire, comme un processus de légitimation en fait, des décisions qui ont déjà été prises au préalable. Donc en fait, c'est juste une façade pour faire genre, il reste un petit peu de démocratie dans tout ça. Donc c'est quelque chose qui est connu, dont les militants et militantes, en tout cas les plus aguerris, sont au courant. Moi, j'essaie de le nuancer un tout petit peu dans le sens où ça reste quand même l'occasion de potentiellement mettre les porteurs de projets face à leurs contradictions, parce qu'en fait, avec chiffres à l'appui, ça permet aussi de rencontrer du monde, des gens qui viennent à l'enquête publique qui n'étaient pas forcément au courant du projet ou de la lutte. Et puis après, on peut aussi utiliser ce moyen comme un lieu de médiatisation, parce que le fait est que ces enquêtes publiques auront lieu et certains collectifs, notamment je pense au collectif qui a lutté contre le terminal 4 à Roissy, qui était un terminal, du coup c'était l'équivalent de mettre l'aéroport de Orly et le rajouter à celui de Charles de Gaulle.
Du coup, eux, ils avaient utilisé l'espace de l'enquête publique comme un lieu comme un moment de médiatisation. Ils avaient invité tous les médias. Ils ont forcé les élus qui sont venus à se positionner face caméra par rapport à ce projet. Donc voilà. Donc il y a des moyens en fait d'utiliser aussi ce genre de Ça peut être en fait des bons prétextes aussi pour dynamiser la lutte et dynamiser aussi les collectifs. Voilà. Est-ce que vous auriez voulu peut-être rajouter quelque chose à l'analyse de Gaëtan Renaud? En ce qui me concerne, j'ai peur que le moment du débat public soit un lieu où on se décourage peut-être plus que en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Vous avez des contributions qui sont faites, souvent très nombreuses, de la part des opposants au projet, qui écrivent, qui font passer le message qu'il faut absolument laisser une trace des arguments contre un projet. Et puis, face aux centaines de contributions, la conclusion du débat public, c'est on va le faire quand même. Oui, donc, c'est souvent ça, c'est à chaque fois. Oui. Évidemment, on peut se décourager à toutes les étapes de la lutte, bien évidemment. Mais les débats publics sont relativement pipés et il faut être plus rusé. C'est peut-être la seule chose, et peut-être que je rejoins Gaëtan là-dessus, c'est sans doute le moment d'être plus subtil et plus rusé que participer simplement à un débat public. D'ailleurs, ça me permet de rajouter quelque chose. La ruse peut-être en fait donc partie, mais quels sont les leviers aujourd'hui qu'ont les collectifs pour lutter très concrètement contre ces projets? Il y en a plein, il y en a plusieurs. C'est ça ce qui fait un peu la beauté de ces luttes-là. C'est vrai que quand on s'intéresse au chantier des victoires, très vite la question se pose de comment on fait pour gagner, et est-ce qu'il y a une sorte de recette de lutte magique qui ferait en sorte que... Et bon, la réponse c'est que non. Je connais des personnes, non, des collectifs, malheureusement non, j'aimerais bien l'avoir. Mais il y a des collectifs et associations qui arrivent à gagner sans faire des recours juridiques, sans faire de grosses mobilisations de manifestations, sans forcément avoir les élus de leur côté. Bref, il y a plein de leviers qu'on peut utiliser, le juridique, les élus, les mobilisations, participer ou non dans les enquêtes publiques, faire des actions de désobéissance, des blocages, des occupations, etc. Faire des pétitions, bref, les leviers sont très nombreux. La question c'est, alors on a déjà un petit peu parlé de la diversité des tactiques, qui permet justement de montrer qu'il y a un grand panel de leviers qui sont actionnables. Moi, ce que j'ai essayé de développer un petit peu dans ce rapport, c'est l'idée de synchronisation des tactiques, et de montrer la synchronisation, ça vient du grec soun, qui est ensemble, et chronos, temps. Donc c'est juste l'idée de comment ces leviers s'agencent ensemble dans le temps. Parce qu'en fait, il va y avoir des outils mobilisables qui sont différents selon le collectif, le contexte politique. Par exemple, je vais vous prendre très, très simplement, en Bretagne, quand il y a des militants et militantes qui luttent contre l'extension de fermes-usines, ça va être très compliqué de mobiliser les élus sur ce sujet-là, parce qu'on connaît l'emprise de la FNSEA en Bretagne, et FNSEA, du coup, grand syndicat agricole qui défend le modèle d'agriculture intensive que sont les fermes-usines. Et pareillement, à la Clusaz, du coup, on est sur des vallées en haute montagne. Ça va être beaucoup plus compliqué, surtout qu'on connaît la sanction sociale qu'il y a eu quand on se mobilise en fait, contre ce genre de projet. On est tout de suite flagué au niveau localement. Du coup, il y a une sanction sociale, et donc du coup, là, ça va être plus difficile d'organiser des grands rassemblements, des manifestations et ce genre de choses. Donc en fait, en fonction du contexte politique, en fonction de la région, en fonction du capital politique, économique du collectif, différents outils seront mobilisables à différents moments. J'ai vu aussi dans votre rapport que quand même 80% des fois, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, c'est l'outil juridique quand même qui permet d'aboutir à l'annulation d'un projet? Alors, je ne sais pas si je ferai le lien aussi direct, mais en tout cas, dans la base de données que nous avons recensée, 80% des collectifs ou associations ont utilisé le recours juridique. Après, il y a quelques fois où le recours juridique n'a pas abouti, et d'autres fois où il a abouti. Et souvent, en fait, le juridique est utilisé en complémentarité avec le médiatique, avec le politique, avec la mobilisation locale. Donc, je ne sais pas si je peux dire de manière si causale. Ouais, peut-être que quand même les groupes locaux, et notamment appuyés par les élus, par des
de grandes associations comme France Nature Environnement, comme on est sur des questions d'aménagement et de droit d'aménagement, essaye quand même dès le départ un peu d'aller voir s'il y a opportunité ou pas sur ces enjeux juridiques, parce qu'il y a quand même des droits qui protègent ces luttes, enfin voilà, ces mobilisations-là, à l'inverse d'autres types de mobilisations sociales. Et donc c'est vrai qu'ils s'investissent quand même majoritairement tous sur l'enjeu juridique à un moment ou un autre, en bénéficiant par exemple de conseils juridiques de France Nature Environnement, de leurs juristes, etc. Et ils essayent un peu tous quand même de prendre en charge cet enjeu juridique, même s'il est complexe et il est lourd à apporter. Il y a des réseaux quand même voilà, d'entraide sur ces questions-là qui se développent. Et ça peut être, dans une bonne partie des cas, effectivement, un moment un peu pour temporiser les choses aussi, puisque le fait d'avoir certains recours ou d'engager des actions dans les tribunaux, ça peut être un moment pour essayer de différer dans le temps, par exemple, les travaux, la poursuite des travaux, parce qu'il y a aussi plein de cas où, là, vous parlez d'Open Sky ou de la 69, où même si de toute façon le projet est abandonné en soi, il y a en fait plein d'artificialisation, plein de bétonisation qui a déjà eu lieu. Donc la question, c'est quand même de réduire dès le départ le plus possible l'artificialisation des milieux naturels, agricoles, etc. Donc c'est pour ça que l'enjeu juridique, il est souvent important dans ces collectifs, alors même qu'ils n'ont pas toutes et tous des compétences dans le domaine. Puis aussi une bonne connaissance du territoire en tant que tel, c'est-à-dire au-delà de cet aspect juridique. Je crois me souvenir que dans votre note, en Bretagne, il y a un projet qui n'a pas eu lieu parce qu'il y avait une espèce d'escargot protégé, c'est ça? Je ne sais pas si vous vous souvenez du nom de cet escargot. L'escargot de Quimper. Voilà, l'escargot de Quimper, à qui on doit quand même beaucoup, hein, ce petit mollusque a permis quand même à un projet de ne pas se faire. Ça se joue aussi là-dedans, quoi, finalement, une bonne connaissance du territoire, du terrain. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus, Isabelle Attard? Oui, j'aurais eu beaucoup de choses à rajouter. Encore une fois, grâce à l'escargot de Quimper, oui. c'est la ferme-usine, le poulailler géant de Langoélan qui a pu être annulé, et tant mieux. Mais justement, c'est intéressant de faire le lien avec ce poulailler géant en Centre-Bretagne. Moi, je voudrais revenir parce que j'habite à quelques kilomètres de Glomel, là où il y a la plus grosse mine à ciel ouvert de l'Hexagone, une mine d'andalousite de la société Imerys, avec une lutte en cours qui mérite toute notre attention. Et en fait, ce qui a fait du bien à cette lutte, et peut-être ce qui permettra d'envisager un non-développement de la fosse numéro 4, c'est le relais médiatique. On l'a légèrement abordé et je pense que ça vaut la peine de vraiment s'y attarder. Il y a le média Splan en Bretagne qui est un relais essentiel par rapport à nos luttes. Et ça me fait penser que surtout, c'est l'indépendance des médias qu'on aborde donc maintenant. Et s'il n'y a pas d'indépendance des médias, il n'y aura pas de relais pour ces luttes. En Bretagne, nous avons également quelqu'un qui s'appelle Monsieur Bolloré. Il y en a beaucoup d'autres, mais il est important pour la Bretagne. Il est toujours présent. Et son influence est telle qu'au niveau médiatique, il va falloir exister et il va falloir continuer à avoir des soutiens au niveau des enquêtes journalistiques. Pour la mine de Glomel, la mine d'andalousite, c'est Splan, donc c'est le média qui a réalisé les analyses de l'eau en amont et en aval de la mine pour pouvoir avancer, pour prouver qu'il y avait des dégâts. Et ce sont des éléments qu'ensuite les associations sur place vont pouvoir utiliser pour combattre le projet de la mine. Donc, c'est vraiment, le relais médiatique est crucial. Quand Le Monde s'est emparé du sujet, évidemment que sur place, les promoteurs du projet, la direction de la mine et leur soutien se disent « Ah, oups, c'est dangereux, ça commence à sortir au niveau national, ce n'est pas un projet qui reste confidentiel au Centre-Bretagne, et donc il va falloir peut-être se méfier de ces collectifs qui se montent. » Donc voilà, premièrement, il y a l'importance de l'indépendance des médias et des médias locaux et nationaux qui vont pouvoir relayer les luttes et parfois les faire gagner. Et puis, les associations, vous parliez de la FNE tout à l'heure. Sur place, on a Eau et Rivières de Bretagne, qui est un relais très, très important pour tous les combats. Oui, mais que se passe-t-il si un jour on coupe les subventions d'associations comme la FNE ou comme Eau et Rivières de Bretagne? Donc, l'indépendance des associations qui luttent sur le terrain, elle est tout aussi importante que l'indépendance des médias. Et donc, c'est là-dessus que je voulais alerter tout le monde, c'est que
c'est partout où il faut faire attention à ce qu'on ne dépende pas de subventions. Je lisais récemment un autre sujet, le sujet de la culture dans la région Nouvelle-Aquitaine, en Creuse, en Corrèze, etc. Vous avez des associations qui sont sur le point de disparaître parce que les subventions s'arrêtent et que la préfecture dit stop. Donc que se passe-t-il si ensuite sur le terrain, ceux qui font des analyses, ceux qui relaient la parole experte, finalement, qui est la bienvenue à l'intérieur des collectifs, en soutien ou à l'intérieur, s'ils n'ont plus les moyens de travailler, plus les moyens d'exister, il va falloir peut-être penser à autre chose, et peut-être que l'autogestion sera la bienvenue. Mais en tout cas, je voulais juste dire que faut jamais oublier, voilà, le relais médiatique, il est crucial. Donc, je suis très contente qu'on soit dans les locaux du média avec Radio Parleur, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier. Absolument, absolument. Gaëtan Renaud, vous auriez voulu rajouter quelque chose? Parce que je vous voyais hocher de la tête, vous avez l'air vraiment bien d'accord avec ce que disait Isabelle Attard. Justement, j'étais très d'accord, donc j'ai rien à rajouter, on peut le laisser à ça. Moi, je peux dire que c'est quand même un projet qui a été porté par la revue Silence, qui est une vieille revue indépendante d'écologie politique, parce que c'était à l'occasion de ses 40 ans, pour faire le point un peu sur qu'est-ce qu'elle avait permis de porter pendant ces 40 années d'existence médiatique dans le monde compliqué des médias indépendants, qu'était née cette première idée de faire un recensement des victoires dans le monde écologiste par un de ses fondateurs qui s'appelle Michel Bernard. Et du coup, effectivement, pour porter des sujets comme ça ou alors faire des enquêtes de terrain plus poussées, c'est essentiel, en fait, effectivement, de soutenir les médias indépendants et puis de soutenir leur diversité aussi. Souvent, on se dit, s'il y en a un ou deux, ça va aller. Mais en fait, ce qui est important aussi dans le travail journalistique et d'information, c'est avoir vraiment une diversité, quoi. Que ce soit selon les formes télé, radio, papier, mais aussi dans les territoires, dans les façons d'enquêter, etc. Et il y a, des fois, on emploie ce mot de biodiversité médiatique, mais je pense qu'elle est vraiment essentielle si on veut avoir des informations et des enquêtes de qualité. Je voudrais juste rajouter une chose, on a sur place une journaliste qui travaille pour Splan aussi, et pas que pour Splan, qui est Morgane Large. On en a certainement parlé, mais elle incarne aussi la difficulté de, sur place, relayer des luttes, parce qu'elle s'est fait agresser et on a dévissé les boulons de sa voiture, etc. Et aujourd'hui, elle exerce son métier de journaliste, mais avec une certaine appréhension. Ce qui est intéressant dans ce cas, et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les luttes, il peut y avoir des conséquences dramatiques pour ceux qui s'opposent à ces grands projets. Et ça touche aussi les journalistes, les collectifs sur place, n'en parlons pas, parce qu'évidemment, ils sont en première ligne. Et la 69 le montre aussi très bien récemment. Mais les journalistes qui couvrent aussi ce qui se passe peuvent aussi être victimes, et pas que de la FNSEA, mais souvent. Voilà. Alors, je suis entièrement d'accord, hein, je ne vais pas dire le contraire, je suis journaliste à Radio Parleur. Pour qu'on avance un petit peu là dans l'émission, j'aurais juste voulu parler aussi du projet de la commune de Caluire. J'ai vu que vous en aviez parlé dans votre rapport. Caluire, qui a donc un collectif à lutter contre l'implantation d'un centre commercial. Et finalement, le projet a débouché sur autre chose. Une ferme pédagogique. C'est-à-dire que parfois, les collectifs arrivent aussi à proposer, à travailler de concert apparemment avec les collectivités pour éjecter un projet qui n'est pas du tout écologique et éco-responsable, pour proposer une alternative qui répondrait beaucoup plus aux besoins du territoire. Ça, c'est vrai que c'est quand même, je ne sais pas si c'est inédit, mais en tout cas, c'est quand même intéressant de souligner qu'il y a aussi cette possibilité-là pour les collectifs. Oui. Gaëtan Renaud bien sûr, c'est que en fait, tout le travail de proposer des alternatives aussi, on ne l'a pas évoqué, mais ça fait partie des outils, entre guillemets, de lutte qu'on peut avoir. Parce qu'en proposant une alternative, on est capable de créer un autre récit, une autre vision du territoire, et du coup, ça nous permet de comparer en fait deux projets. Typiquement, l'A69 l'a très bien fait, et de montrer qu'en fait, on peut avoir un projet qui est plus respectueux de l'environnement, qui est beaucoup moins dépensier économiquement, et donc du coup, c'est souvent à la charge du coup des pouvoirs publics, donc du coup, plus d'argent pour faire d'autres choses.
Et donc, du coup, avec cet exemple de Caluire, c'est un collectif qui a proposé qu'on utilise cet espace pour justement une ferme pédagogique qui fait de l'accueil aussi des enfants et qui peut proposer aussi sa production aux cantines scolaires. Et c'est un projet qui a été unanimement repris par toutes les listes municipales à ce moment-là, et donc, du coup, qui a été repris dans tout le spectre politique, on va dire. Donc c'est porteur d'espoir quand même. C'est porteur d'espoir. Il y a quand même parfois il y a quand même des issues. Mais bon, c'est relativement rare quand même. La plupart du temps, quand un projet est abandonné, le porteur de projet, ou en tout cas le propriétaire, soit ou en tout cas ils espèrent un retour sur investissement sur les terrains qu'ils ont acquis. Ouais, tout à fait. Je me permets d'ailleurs d'avancer à nouveau là dans l'émission. On arrive à la dernière partie de cette émission. J'aurais voulu qu'on réécoute un extrait, donc toujours en fait du projet Open Sky à Valbonne, parce que je le trouve intéressant. Pourquoi ? Parce que le maire, qui à la base était un maire d'Europe Écologie Les Verts, ou en tout cas avec une lignée écolo, s'est fait élire. Il n'était pas pour ce projet d'implantation de centre commercial dans sa commune. Toujours est-il qu'une fois élu, les choses sont parfois un peu plus compliquées et j'aimerais bien qu'on écoute un petit peu ce qu'il a à nous dire là-dessus. Des élections en 2020, je suis arrivé et j'ai remis en question la globalité du projet. En tant que candidat, j'avais remis en question l'aménagement de cette zone qui, en 2016, portait 300 000 m² de SDP. On a réussi à faire interdire 150 000 m² d'un côté, et on a réduit le projet de l'autre côté de 150 000 à 100 000 m², avec une baisse du nombre de mètres carrés pour la compagnie de Fasbourg de 96 000 à 78 000 m² environ. Et puis, évidemment, je souhaitais qu'il y ait moins de commerces pour qu'on puisse avoir des commerces de centre-ville qui puissent vivre. Alors là, du coup, on vient d'entendre donc Monsieur Césaro, qui est donc le maire de Valbonne. Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, le projet d'Open Sky est en suspens. Donc on verra si oui ou non, finalement, ce projet verra le jour. Toujours est-il que le maire se voit donc contraint, comme il l'explique, d'accepter le projet, mais de le revoir plutôt à la baisse. Enfin, on a l'impression que c'est un bras de fer avec la compagnie de Falsbourg qui est porteur du projet. Comment est-ce que ça se passe finalement pour les élus, Isabelle Attard ? Est-ce que vous comprenez la situation dans laquelle ce maire se trouve ? Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à lutter jusqu'au bout ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a malgré tout quand même, en tant qu'élu, des compromis à devoir faire, même si on est complètement opposé au projet d'aménagement ? Je pense qu'il y a tout d'abord une question de confiance, c'est-à-dire que quand on a des arguments pour se faire élire et puis qu'on change d'avis une fois élu, bon, il y a une certaine trahison quand même d'une partie des électeurs qui attendent autre chose, qui attendent un courage politique de la part des élus, quels qu'ils soient, des élus locaux ou nationaux. Pour moi, c'est la même chose. Le premier problème à ça, c'est que je vois, c'est la réélection. Et donc, c'est le cumul des mandats dans le temps. Si vous avez des élus qui sont élus pour faire un seul mandat, vous verrez tout à coup qu'ils respecteront davantage leurs idées. Parce qu'il n'y aura pas la question sous-jacente et permanente pendant la durée du mandat de que dois-je faire, que dois-je dire pour être réélu la prochaine fois. Et c'est pour ça que j'ai toujours lutté contre le cumul des mandats dans le temps et à l'instant T. C'est que, en fait, oubliez la question électoraliste et vous verrez le courage des élus revenir. Parce qu'il n'y aura plus cette question de plaire, il n'y aura plus le clientélisme, il n'y aura plus la question de à qui on fait des cadeaux pour être réélu ensuite. Bon, là, dans le cas du coup de Valbonne, d'après ce que dit le maire, il n'est pas pour ce projet, mais comme les contrats ont été signés avant qu'ils prennent en fait la tête de la mairie, s'il les annule, aujourd'hui ils sont suspendus, mais s'il les annule, la commune devra rembourser plusieurs millions d'euros à la compagnie de Falsbourg, argent que la commune n'a pas. Donc c'est notamment là le point assez compliqué dans lequel se trouve ce maire qui ne veut pas du projet, mais qui va être contraint de payer s'il ne le fait pas. C'est quand même une situation assez particulière.
Non, Alors, mais qui pose pour d'autres communes pardon, aussi. Hein. Enfin, juste pour dire que ça, Alors, cette histoire Gaël de Ronzin, remboursement. est-ce que je me permets juste, est-ce que Isabelle Attard, vous aviez terminé ou non, est-ce mais que je répondrai après. vous Laissez répondrez? Gaël. Alors, Gaël Non, Ronzin, allez-y. Gaël Ronzin, non, je allez-y. disais juste que c'est pas si exceptionnel, parce que vous disiez, c'est une situation particulière, là, le fait de devoir rembourser un promoteur, mais c'est souvent un argument ou une situation qu'on entend hein, pour les maires de différentes communes et selon la taille du projet. Enfin, voilà, je repense à la maire dans la Drôme par rapport à une carrière qui devait être implantée où ils ont réussi à se constituer et à faire l'annulation de la carrière. Mais il me disait, bah voilà, on ne sait pas ce qu'il en est sur le remboursement potentiellement parce qu'on casse le contrat avec le carrier. Donc c'est juste pour dire que c'est pas si exceptionnel, hein, que ça se pose à Alors, plein de... ce n'est pas exceptionnel, mais c'est du moins quand même Une vraie question. une vraie question. Enfin, c'est-à-dire que, encore une fois, la question économique arrive un peu au premier plan, voire complètement au premier plan du projet et de l'avenir du projet. Ce que je peux dire aussi, c'est Isabelle que Attard. oui, quand quelqu'un fait une campagne électorale sur un thème précis, qui est de lutter contre un grand projet inutile ou contre un projet qui serait écocide, j'espère, j'espère que cette personne s'est renseignée auparavant pour savoir si, une fois élu, il ou elle aura à rembourser quelque chose en tant que maire de la commune. Parce que sinon, c'est pas sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Totalement. C'est que moi, Mais vu que ce n'est pas un cas particulier, comme l'a bien souligné Gaël Ronzin, et que ça arrive plus d'une fois, apparemment, c'est un vrai problème de fond. Il y a des cas aussi où le projet, il y a un remboursement qui est fait, il y a une somme qui est versée, évidemment quand c'est faisable. Je l'entends parfaitement. Mais ce que je veux dire, c'est que prendre fait et cause contre un projet et ne pas envisager sérieusement ce que ça coûtera ensuite d'un point de vue économique, c'est très sérieux. En tout cas pour moi, en tant que... ex-élu, je veux dire, c'est que soit on se bat et on a les billes pour se battre et ne pas annoncer n'importe quoi aux gens qui vont ensuite voter pour vous, mais et après vous avez aussi, et il est vrai, beaucoup de cas où, sans parler de ce remboursement potentiel ou pas, où les élus, une fois assis à leur poste, ne vont plus être très très actifs et très militants. C'est aussi des exemples que l'on voit très fréquemment. Donc vous pensez que la volonté seule d'un élu pour faire interdire un projet peut suffire, du coup? Je pense surtout que la cohérence et ne pas trahir est important. Une fois en place, prenons l'exemple du Larzac. Ça fait partie des victoires, mais d'il y a très longtemps. François Mitterrand s'était engagé à suspendre effectivement tous les travaux sur le Larzac. Une fois élu, on a annulé l'implantation et les kilomètres carrés destinés à l'armée. Quand on tient ses engagements, ça se voit assez vite. C'est donc possible. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de militaires sur le Larzac. Ils sont revenus. Mais quoi qu'il en soit, c'est possible aussi de respecter ses promesses de campagne et d'aller jusqu'au bout. C'est encore plus facile quand on ne fait qu'un seul mandat. Ça, c'est mon opinion personnelle sur les mandats politiques. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on parle d'élus, de politique, comment est-ce qu'on fait quand on est élu, quand on est donc encarté, pour se mobiliser avec des collectifs qui eux-mêmes ont la volonté d'être apartisans? Comment ça se passe? Eh bien, c'est pas simple. Oui, ça, je réponds. Non, mais je sais qu'il y a plusieurs choses. Il y a différentes attitudes qu'on peut observer. Personnellement, j'ai été impliquée pas mal de fois dans des luttes, même très souvent. Parfois, c'est vu, comme l'a dit déjà Gaëtan et Gaël, c'est vu comme quelque chose de positif parce qu'on va apporter une certaine visibilité à la lutte et qu'on va pouvoir en parler sur des médias locaux et nationaux, etc., etc. Et puis se battre, assister à des réunions, organiser des réunions sur des sujets. Je me rappelle, moi, pour la ligne très haute tension Cotentin-Maine qui passait dans la Manche et ensuite par le sud de mon département. J'ai organisé pas mal de réunions pour essayer d'organiser, on va dire, la lutte des éleveurs qui subissaient des pertes et des maladies liées au
au courant électromagnétique, au champ électromagnétique, etc., dans cette région. Donc c'est possible, c'est intéressant d'être présent sur les luttes. Mais parfois, on peut vous considérer comme voulant faire de la récupération, vouloir en parler dans votre bilan de mandat, etc. Et donc, effectivement, vous n'êtes pas le bienvenu. En fait, il suffit de respecter la volonté des collectifs sur place. Donc, c'est-à-dire de ne pas plus s'impliquer ou de s'impliquer à hauteur dans certains... quand on veut pas de vous, c'est pas la peine. Et il faut respecter la volonté que ça ne se transforme pas en argument politique qui va ensuite être récupéré par un parti ou un autre. Et je le comprends tout à fait. Après, si on ne veut pas de vous, ça ne vous empêche qu'en tant qu'élu, vous pouvez travailler quand même à côté en faveur de ce que défend le collectif, sans forcément être allié avec lui. Bien sûr, mais surtout ne pas s'imposer, vérifier avant que votre présence peut être utile à ce combat. J'ai vu aussi beaucoup de gens venir, je ne dirais pas où, mais venir sur des terrains de lutte et ne pas être les bienvenus, ou que la présence ne soit pas comprise aussi. Et ça arrive aussi très fréquemment, qu'il y ait des malentendus sur en fait l'utilité de la présence d'un élu ou pas sur place au sein des collectifs. Bien sûr, parce que c'est sujet sensible. Oui, je me doute, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce qu'en fait, vous avez quand même un lien très important dans l'avenir aussi de ces projets. On entend parfois l'appellation aussi de climato-cynisme pour qualifier le travail de certains élus qui sont donc écolos envers certains projets d'aménagement. Cette appellation, elle a surtout été utilisée pour le projet Lyon-Turin, qui fait l'objet d'un projet de ligne à grande vitesse. Certains collectifs dénoncent l'utilisation massive de ressources en eau sur cette région-là, alors que certains élus écolos, eux, rétorquent avec la question du fret ferroviaire, qui est mis en avant donc comme argument environnemental. Seulement, une ligne de fret existe déjà et elle a même été réhabilitée en 2012. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de pratique ? Est-ce que vous trouvez que climato-cynisme, ça va bien avec ça ? Est-ce qu'effectivement, même au sein de la même famille politique, à savoir les élus écolos, il y a ce genre d'incompréhension, il y a ce genre de... C'est sûr que par rapport au Lyon-Turin, c'est un cas emblématique, on va dire, où beaucoup d'écologistes pouvaient dire déjà, on utilise le train, donc de quoi se plaint-on ? C'était pas si simple que ça de faire comprendre qu'on pouvait utiliser une autre voie, que ça n'allait pas être une grande vitesse, mais qu'une autre voie existait déjà et qu'il suffisait de faire quelques aménagements pour la rendre utilisable. Et puis elle a été rendue utilisable en 2012, ça a coûté quelques millions d'ailleurs, donc elle existe en plus. Donc c'est là où... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent des sujets qui peuvent paraître faciles au départ et qui sont beaucoup plus complexes que ça. Le Lyon-Turin, on s'est servi, ceux qui n'étaient pas du tout avec une fibre écologiste se sont servis de ce projet pour ridiculiser les écologistes et en disant, vous voyez, on leur propose le train, ils n'en veulent même pas. Mais c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Et souvent, c'est facile sur des médias, les médias de Bolloré, de tourner en dérision, de se moquer, etc. Et après, c'est très difficile parce qu'on retrouve les arguments, ces arguments médiatiques-là dans la bouche de plein de gens qui se disent, mais les écologistes, ils sont fous et ils servent à rien. Donc c'est vraiment des projets qui nous desservent souvent dans la façon dont ils sont traités. Est-ce que vous pensez qu'il y a des luttes à prioriser ? Est-ce que les élus fonctionnent comme ça, en termes de projets d'aménagement ? Est-ce qu'on priorise les luttes ? Je n'ai pas du tout l'intention de prioriser les luttes et je n'ai pas non plus envie de prioriser entre des sujets comme l'écologie, féminisme, etc. Et aujourd'hui, tous les sujets sont liés, donc surtout pas prioriser une lutte plutôt qu'une autre. Et personnellement, je ne suis plus élue et je souhaiterais ne jamais l'être à nouveau. Ah oui, ça on a compris que le pouvoir, c'était c'est clair, mais je pense que c'est une nuisance. Par contre, tous les collectifs dont on parle depuis le début, toutes les luttes dont on parle, elles sont animées le plus du temps par des gens qui ne sont pas élus, qui, je l'espère, ne le seront peut-être pas, mais qui s'organisent, qui sont indépendants,
qui se perfectionnisent, qui se viennent experts, avec des gens qui comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'élus qui seraient là pour leur dire quoi faire. En fait, c'est ça, c'est des collectifs qui deviennent autonomes et qui s'organisent et où le pouvoir est partagé. Et c'est ça que je constate sur le terrain et c'est ce qui me plaît, avec des gens qui n'ont pas besoin des élus. Et en fait, les élus, je ne dis pas qu'ils sont là pour compliquer les choses, mais le plus souvent pour récupérer les sujets, le plus souvent pour ensuite annuler leurs bonnes idées une fois qu'ils sont au pouvoir, et donc avec une fiabilité relativement faible. Donc si les collectifs pouvaient être comme Gaëtan et Gaël le disent dans leur rapport et ce qu'ils ont pu observer, c'est-à-dire avec des personnes qui sont devenues vraiment expertes de leur sujet, eh ben, ça prouve que finalement, on peut tous le faire. On peut tous être connaisseurs du sujet, on peut être entendus et on peut être écoutés comme des élus le seraient. Et malheureusement, on donne peut-être trop la parole aux élus. Bon, en tout cas, je vois que ça fait plaisir à Gaëtan Renaud, ce que vous êtes en train de dire. Oui, juste pour rebondir rapidement, parce que je suis très d'accord avec ce que vous venez de dire. Et je reprends l'exemple de Fontier-Cabardès que vous avez introduit en début de partie. Du coup, on a effectivement ce collectif d'habitants qui lutte contre un projet de golf à plusieurs centaines de millions d'euros. Et comme toujours, c'est pas que le golf, c'est aussi le complexe hôtelier qu'il y a derrière, avec des centaines de villas qui sont construites, un héliport pour pouvoir venir en hélicoptère, etc. Donc on est sur ce genre de projet, sur une petite commune de 450 habitants. Et ce qui était intéressant dans leur réflexion, parce qu'ils ont fait tout un travail justement d'éducation populaire par rapport à réfléchir à l'horizontalité dans les manières de prendre des décisions au sein d'un collectif. Et lorsque le projet a été abandonné, la question s'est posée de monter une liste citoyenne lors des municipales, donc initiative plutôt positive. Et au sein du collectif, c'est aussi fait la réflexion de si jamais quelqu'un faisait monter cette liste électorale, monter cette liste du coup citoyenne municipale, il y en a beaucoup dans le collectif qui resteraient dans l'opposition parce que ça fait partie d'une démocratie saine en fait, et d'avoir ces contre-pouvoirs associatifs et collectifs d'habitants qui sont là aussi pour rappeler aux élus que voilà, il y a d'autres réalités que les calendriers électoraux. Une dernière question avant de... Oui, pardon, Gaëlle Ronzin, allez-y. Mais oui. Je pensais important de rappeler dans la ligne ce qu'a été dit Isabelle tout à l'heure que il y avait peut-être deux choses auxquelles on pourrait demander aux élus d'insister, enfin en tout cas nous, aux représentants politiques, qui est le fait de, au lieu d'aménager, mais plutôt ménager le territoire. C'est une formule qui est souvent reprise autour de nous. Et aussi dans cette question importante, je pense, de réparer et d'entretenir en fait toutes les infrastructures qui existent déjà sur les territoires, ce qui est quand même assez peu fait et ce qui est un problème essentiel où en fait l'aménagement, comment il a été conçu et comment il continue à exercer dans sa routine, c'est de créer toujours des nouveaux projets en fait. Alors que là, ce qu'on a besoin, c'est plutôt de réparer quoi, et d'entretenir les infrastructures. Il y a quand même des politiques de réaménagement urbain, de revalorisation urbaine, trop peu nombreux malheureusement. Certaines villes s'emparent de certains quand même projets de friches urbaines notamment. Bon, ça reste peut-être anecdotique aussi face à tous les grands projets qui artificialisent massivement, mais certaines villes quand même le font. J'aurais voulu avoir une petite dernière question de fin pour vous trois. À quel point est-ce que ça fait du bien de gagner ? Est-ce que ça remet une pièce dans la machine pour continuer à se battre ? Est-ce qu'on se satisfait facilement d'une victoire ? Est-ce qu'on a envie d'en avoir d'autres ? Gaëtan Renaud ? Je ne vais pas répondre personnellement, je vais répondre en tant que personne qui a mené une enquête et donc du coup d'essayer de récolter les perceptions de la victoire qui m'ont été fait part. Je crois que le mot soulagement qu'on a entendu par rapport à Notre-Dame-des-Landes, il est très récurrent. C'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est vrai que c'est très bien de rappeler qu'on est sur du coup une moyenne de lutte de 7 ans pour une victoire. C'est extrêmement long. Il peut y avoir des cas de 30 ans. Et c'est aussi un travail du coup bénévole, donc pas du tout payé et surtout pas du tout mis en valeur. Je vous parlais de sanctions sociales qu'il peut avoir à la CLUSA aussi. Quand on milite contre un projet d'aménagement, il y a rarement... une extasie locale qui vous soutienne. Au contraire, il peut y avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'intimidation et aussi du sabotage sur les voitures des militants, etc. Donc, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est soulagement.
Des fois, la victoire se fête quand même, parce qu'il faut la marquer. Quand même, quand oui. même, ça se fête. Quand il y a des dizaines d'années de lutte. Voilà. Donc, et puis ça au-delà du simple abandon de projet, ça permet de faire vivre d'autres manières de faire, d'autres manières de lutter, d'autres manières d'envisager le territoire, et se pose la question de qu'est-ce qu'on veut en termes de transport, en termes de nourriture, en termes d'aménagement, et des questions qui sont très concrètes et donc du coup qui ont des répercussions bien plus importantes que le simple abandon du projet. Gaëlle Ronzin, la victoire pour vous? Alors pour moi, dans les luttes dans lesquelles je me suis engagée, on n'a souvent pas gagné. Hein, donc personnellement, je ne l'ai pas beaucoup vécu. Mais peut-être qu'il y en a eu quand même. Mes engagements. Après, ça c'est plutôt personnel. Et après, dans les enjeux plus globaux, et ce qu'on a constaté, effectivement, ça reste des petites bribes dans la majorité de la routine générale d'aménagement du territoire, mais qui ont des effets en fait politiques et sociaux, mais aussi sur les biographies des gens qu'il faut pas dénier, et qui sont aussi de l'ordre aussi de c'est quoi de se mobiliser quoi, et de construire du groupe et du commun, et des façons d'être ensemble qui sont importantes quoi dans plein de territoires. Il y a aussi des moments de partage aussi Voilà. Oui, c'est des moments de partage aussi, forcément. On va rencontrer ses voisins, on entend parler d'un quelque chose, on se rend au conseil municipal où personne n'allait, etc. quoi. Donc c'est aussi dans certains territoires urbains, ruraux ou autres, c'est des moments importants quoi, dans tous les cas. Donc voilà, allez vous renseigner sur la vie de vos lieux quoi. Tout à fait. Et Isabelle Attard, pour finir, pour vous la victoire, est-ce que ça fait du bien? Je pense, je suis comme Gaëlle, j'en ai peut-être pas vu. Mais peut-être qu'elles arriveront. Mais elles arriveront peut-être. Mais en fait, ce qui m'intéresse au travers de ces luttes, c'est les solidarités qui s'observent. C'est le fait de comprendre, effectivement, comme le disait Gaëtan tout à l'heure, c'est ici et ailleurs, mais c'est presque ailleurs, c'est aussi important, quoi. Et on se bat pas face à un seul projet. Pour moi, je considère qu'on se bat contre un projet de vie d'un côté et un projet de mort de l'autre. C'est peut-être extrêmement manichéen ce que je suis en train de dire, mais on parlait d'aménagement ou de ménagement du territoire, mais moi je vois d'un côté ceux qui veulent le bétonner et ceux qui veulent le laisser tel quel, ou on voit en ce moment... On reverdit les cours d'école, on enlève le goudron et on laisse la terre apparaître. C'est ce mouvement-là que je voudrais, que j'espère voir. Et finalement, ce qui est important à mes yeux, c'est à quel point les collectifs vont être solidaires entre eux par rapport à un projet global qui nous menace tous. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à nos trois invités d'avoir été avec nous sur ce nouvel épisode de Penser les luttes de Radio Parleur, en partenariat avec le média. L'émission touche donc à sa fin. Gaëtan Renaud, peut-être un mot sur le fond des luttes dont vous m'avez parlé? Oui, pour faire face à la difficulté des associations et des collectifs à récolter de l'argent contre des grands projets imposés et polluants, c'est créé un fonds des luttes qui s'appelle du coup le fonds des luttes, dans lequel des personnes peuvent faire des donations, parce que c'est un fonds qui distribue des sommes à des collectifs et associations qui luttent. Donc voilà, si on peut partager cette information, ça serait... Il y a un site internet que les auditoristes pourraient peut-être retrouver? Lefondsdesluttes.fr. Magnifique. Gaëlle Ronzin, vous venez de sortir un livre qui s'appelle donc Ajouter en couvert pour l'anthropologue, qui mélange donc écologie, politique et recettes de cuisine aux éditions de l'Épure. Et Isabelle Attard, je rappelle votre livre, Comment je suis devenue anarchiste, aux éditions du Seuil. Merci à vous trois d'être venus dans l'émission de Radio Parleur. Et n'oubliez pas, la lutte continue. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.